Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de la revue de presse du pôle de Renaissance communiste en France. Cette édition d'ailleurs sera consacrée avec en fil rouge un terme qui va être central, puisque dans moins d'un an a lieu la prochaine élection présidentielle, et un terme qui va souvent revenir, y compris pour désigner les électeurs qui seront amenés à choisir le futur président de la République, celui de souveraineté, puisque évidemment c'est le peuple souverain qui décide librement, du moins c'est comme ça que c'est écrit dans les textes, des futurs dirigeants qui seront à la charge du pays dans moins d'un an. Alors pourquoi aujourd'hui aborder ce terme de souveraineté? Parce qu'en fait, le terme de souveraineté se pose à toutes les échelles, nationale, européenne, européiste, on va voir pourquoi, et puis internationale à travers la tragédie sans fin, ininterrompue, qui dure depuis plus de 70 ans pour le peuple palestinien. Mais justement, nous allons commencer à travers cet événement tragique d'une souveraineté qui n'existe pas, quand bien même elle est inscrite dans les nombreux textes, depuis le plan de partage de l'ONU de novembre 1947, la souveraineté des Palestiniens. Elle n'existe pas, elle est bafouée, elle est piétinée, elle est ravagée par le sionisme, le sionisme colonialiste et raciste, avec notamment à sa tête depuis désormais quand même, il faut rappeler que depuis 1996, Benjamin Netanyahou est actif dans la vie politique israélienne, puisque c'était la première fois qu'il avait été désigné Premier ministre en 1996, et bien 25 ans après, il poursuit l'œuvre de destruction, une œuvre de destruction entamée dès la fin des années 1970, lorsque Menahem Begin, qui était d'ailleurs un ancien activiste terroriste qui appartenait notamment à l'Irgun et je crois même au groupe Stern, en tout cas ne cessait de combattre le patriotisme laïque, puisqu'il était laïque ce patriotisme, et il existe encore, et progressiste palestinien. Alors nous voyons bien ce qui est en train de se passer, la tragédie une fois de plus que vit le peuple palestinien. Signalons quand même tout de suite que nous sommes également solidaires de toutes les forces progressistes et qui œuvrent pour la paix en Israël, qui elles-mêmes sont victimes finalement de ces gouvernements fascisants, si ce n'est fascistes. Parce que M. Netanyahou n'a aucun problème à diriger le pays avec des fascistes à ses côtés, que l'on se souvienne par exemple d'Avigdor Lieberman, son ancien ministre des Affaires étrangères, qui de toute façon considère les Arabes palestiniens comme étant des êtres inférieurs. Eh bien, Netanyahou poursuit cette politique, en réalité, de destruction méthodique et planifiée du peuple palestinien. Comment? À travers la colonisation, qui n'a jamais cessé, à travers cette colonisation qui vise désormais, clairement, explicitement, Jérusalem-Est. Vous me direz que ce n'est pas nouveau, mais là ça s'accélère, nous le voyons bien. À travers, bien entendu, la répression, les humiliations quotidiennes vis-à-vis de tous les Palestiniens, y compris des Arabes d'Israël, qui sont en réalité... On ne peut même pas appeler ça des citoyens de seconde zone, qui sont des non-citoyens. Et puis, à travers l'appropriation des terres, l'expropriation des terres plus précisément, et l'expulsion qui n'est pas nouvelle puisqu'elle date de 1948, et n'en déplaise d'ailleurs aux défenseurs de l'entité sioniste, l'expulsion avait commencé avant même le début de la guerre, le 15 mai 1948, puisque l'armée expulsait déjà les populations arabes dès le mois de mars. Ceci a été démontré par des historiens israéliens, en l'occurrence, qui justement remettaient en cause l'histoire officielle selon laquelle le gentil petit David avait su faire face au méchant Goliath arabe. Bon, nous vivons une tragédie, et ce qui est encore plus tragique, eh bien, c'est de voir la position absolument désastreuse et inacceptable de la part de la diplomatie française. Parce qu'il fut un temps où, avec le général de Gaulle, ou même encore récemment avec Jacques Chirac, la France, à défaut d'être pro-palestinienne, avait au moins le mérite de tenir une position relativement équilibrée. Mais depuis Nicolas Sarkozy, c'est terminé. Pourquoi? Tout simplement parce que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit François Hollande, Manuel Valls, qui expliquait que finalement il était éternellement lié à Israël, ou que ce soit avec Emmanuel Macron, qui estime que Benjamin Netanyahou est son cher ami, c'est une expression qu'il avait utilisée, son cher ami Bibi, le surnom de Benjamin Netanyahou, eh bien avec tous ces présidents, là c'est très clair, soutien inconditionnel à Israël. Et il suffit de voir la réaction d'ailleurs du gouvernement aujourd'hui, là, ce mercredi 12 mai, le gouvernement français, à quoi appelle-t-il? Oh, une désescalade, premièrement, et, je cite, un usage proportionné de la violence, ou plutôt de la répression, d'ailleurs, il faut appeler, de la part d'Israël. Un usage proportionné. Cela signifie quoi?
que dans la tête, bien sûr, des macronistes, tout comme des sarkozystes, tout comme des pseudo-socialistes, la réalité, pour ces gens-là, eh bien, ce sont les Palestiniens qui sont le problème. Or, que veulent les Palestiniens? Ben, tout simplement le respect, l'application de leur souveraineté nationale et populaire, qui est littéralement massacrée. Alors évidemment, cela fait le jeu de qui? Ben, du Hamas. Parce que le Hamas, qui d'ailleurs dirige ce qu'on ne peut même pas appeler un territoire, Gaza est une prison à ciel ouvert, et d'ailleurs de moins en moins ouvert, entre parenthèses, eh bien, le Hamas, effectivement, ne peut que pousser à une escalade d'autant plus dangereuse pour le peuple palestinien que le Hamas est quand même un mouvement qui connaît fortement la corruption et qui n'est pas là pour faire le bien de la population palestinienne. Mais pourquoi le Hamas a acquis une telle position? Mais tout simplement parce que les États-Unis, Israël, leurs alliés dans la région comme l'Arabie Saoudite et bien entendu la mortifère Union Européenne et la France donc qui est désormais alignée sur l'atlantisme et le sionisme ont tout fait pour discréditer les forces de paix, les forces progressistes palestinienne. On peut penser bien sûr au Fatah, à Yasser Arafat, mais également au Front populaire de libération de Palestine, avec lequel le pôle de renaissance communiste en France entretient des liens importants. Et plus que jamais, nous témoignons de notre soutien au peuple martyr, au peuple palestinien, au FPLP et à l'ensemble de toutes ces forces progressistes qui cherchent à tout prix à trouver une solution à ce conflit qui dure depuis plus de 70 ans. La solution peut-elle venir d'un État palestinien indépendant, du moins et souverain? Du moins c'est ce que nous souhaitons. Mais nous nous rendons bien compte, jour après jour, mois après mois, année après année, que cette solution s'écarte. Peut-être faudra-t-il envisager un jour un seul État, un État binational laïque, qui permette de mettre fin non seulement bien sûr à la menace islamiste, mais aussi à ce sionisme colonialiste, raciste et même de plus en plus suprémaciste, puisque du côté des nationalistes religieux israélien, il n'y a plus aucune limite en termes d'affirmation de la supériorité prétendument raciale de la part donc des Israéliens sur le peuple arabe. Ce combat pour la souveraineté, vous voyez, il existe pas seulement en Europe, en France, on le retrouve chez les Palestiniens, on le retrouve chez d'autres, mais ce combat pour la souveraineté qui est national et populaire pour nous, rappelons-le. Rappelons-le parce que très souvent on peut nous accuser d'être de méchants souverainistes, d'affreux nationalistes qui osent défendre ce mot qui se situe dans l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Eh bien, nous combattrons toujours pour ce principe de souveraineté nationale et populaire, et pour cela, cela nécessite notamment de sortir de l'Union européenne. Et à ce sujet, permettez de donner une information qui démontre à quel point non seulement l'Union européenne est irréformable, mais pire, en détruisant la souveraineté nationale et populaire, en fait, en profite pour détruire tous les aspects économiques, sociaux, écologiques qui peuvent être justement dans une logique de rupture avec le capitalisme. Il se trouve qu'il y a quelques jours de cela, l'Union européenne a mis en demeure la Bulgarie. Bon. Pourquoi? Parce que la Bulgarie, figurez-vous, a osé, je dis bien osé, accorder une préférence nationale aux produits alimentaires issus de l'agriculture bulgare. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en fait, jusqu'à présent, les détaillants bulgares, selon une loi nationale de Bulgarie, devaient exposer sur les étalages de leur marché prioritairement des produits nationaux. Et qu'est-ce qu'on entend par produits nationaux? Ça peut être des œufs, du lait, du fromage, des yaourts, des fruits, des légumes, de la viande. Mais qu'a dit la Commission européenne? Mais c'est de la concurrence déloyale. Impossible, la concurrence doit être libre et non faussée. Et oui, c'est là où on retrouve le grand scandale écologique, économique et social à tout point de vue, si vous voulez. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça signifie qu'un pays comme la Bulgarie, plutôt que de privilégier les petits producteurs locaux, qui cherchent justement à vivre, d'abord il faut rappeler que ces petits producteurs, ces petits agriculteurs, ces petits artisans et commerçants sont d'abord des travailleurs qui cherchent à vivre des fruits de leur travail, eh bien non, ils n'ont pas le droit d'avoir une préférence qui, premièrement, permet sur le plan écologique d'éviter des importations qui fassent des milliers et des milliers de kilomètres, qui, deuxièmement, leur permet justement d'avoir un minimum de vie décente. On ne va pas parler d'une vie confortable, certainement pas, le niveau de vie de la Bulgarie étant relativement faible, et encore plus d'ailleurs depuis la fin de la République populaire de Bulgarie. Et puis, sur le plan économique,
c'est une aberration également, puisque en réalité, on est en train d'empêcher finalement des productions locales de pouvoir faire tourner une économie nationale. Non, mieux vaut faire venir la viande de Nouvelle-Zélande, du Brésil ou d'on ne sait où. Entre parenthèses, signalons que ce n'est pas faire non plus le jeu, contrairement à ce qu'on peut penser, des petits agriculteurs brésiliens par exemple. Et à ce sujet, rappelons que l'Union européenne ne cesse de négocier depuis des années un nouvel accord de libre-échange, enfin c'est ce qui s'appelle un accord de libre-échange avec le Mercosur. Pourquoi? Oh, bah, tout simplement pour, une fois de plus, faire sauter l'ensemble de ce que l'Union européenne appelle des réglementations, des contraintes, des barrières douanières qui empêcheraient l'exercice pur et parfait du libre commerce dans le monde. Un libre commerce dont les résultats sont de plus en plus désastreux à tout point de vue. Et l'exemple bulgare est très symptomatique. Pourquoi? Parce que vous entendez déjà un certain nombre de voix à gauche, ou dans ce que l'on appelle la gauche institutionnelle du moins, qui expliquent que la solution est de réorienter la construction européenne. Et puisque nous sommes le 12 mai, rappelons qu'il y a 2 jours, c'était le 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand, donc le 10 mai 1981, lorsqu'il est devenu président de la République. Eh bien, figurez-vous qu'en 1978, 3 ans avant d'être élu président de la République, François Mitterrand disait déjà très clairement que l'Europe sera socialiste ou ne sera pas. Bah, en tout cas, l'Europe ne sera pas socialiste, ça on en est sûr. Et elle ne peut pas l'être, puisque de toute façon, depuis les origines, tout a été fait pour corseter l'ensemble des économies et l'ensemble des souverainetés nationales et populaires des pays membres de l'Union européenne. Je vous invite d'ailleurs à relire ce très beau discours de Pierre Mendès France du 18 janvier 1957, qui était résolument hostile au traité fondateur de la Communauté économique européenne, parce qu'il avait parfaitement dit que nous allions tout droit dans une politique dictatoriale imposée de l'extérieur sous couvert de technique, exactement ce qu'est l'Union européenne. Donc on voit bien très clairement que la destruction de la souveraineté alimentaire de la Bulgarie est le témoignage d'une manière générale de la volonté de détruire les souverainetés nationales et populaires. Et puisque l'on parle de la souveraineté nationale et populaire, le terme de souveraineté, comme je l'ai dit tout à l'heure, va forcément réapparaître à l'approche de l'élection présidentielle. Le peuple souverain qui va se prononcer. Le peuple souverain va se prononcer, reste à savoir s'il sera véritablement souverain quand il se prononcera. Que faut-il entendre par là? Eh bien que nous voyons qu'à moins d'1 an de l'élection présidentielle, comme d'habitude, les médias, l'essentiel des grands médias détenus par quelques milliardaires, sont déjà en train de vouloir à tout prix faire en sorte que l'on retrouve un second tour Macron-Le Pen. Un second tour Macron-Le Pen, dont faut-il rappeler, 80% des Français ne veulent pas. Et ça, c'était un sondage qui avait été publié dans Atlantico il y a quelques mois qui le disait. Alors naturellement, pour que ce second tour advienne, il faut faire en sorte que les thèmes les plus importants, selon les médias, puissent apparaître sur la scène politique, la scène médiatique. Et nous voilà que on nous refait le coup de 2002 sur l'insécurité. Nous attendons bien sûr que la question de l'immigration arrive. À ce sujet, nous serons très curieux d'entendre la réponse du Rassemblement national sur la question de l'immigration, de sa volonté de stopper et de combattre l'immigration, puisque le Rassemblement national, faut-il le préciser d'ailleurs à tout le monde, ne souhaite plus, si tant est qu'il l'ait vraiment voulu d'ailleurs, sortir de l'espace Schengen. Alors là, il va falloir expliquer comment le Rassemblement national espère pouvoir stopper l'immigration en restant membre d'un espace Schengen qui, par définition, met fin au contrôle des frontières nationales, puisque, comme vous le savez très bien, au sein de l'espace Schengen, vous avez un total territoire de circulation, la libre circulation des personnes est absolue, et signalons d'ailleurs qu'en réalité, le problème du Front National, du pseudo-Rassemblement National, ce n'est pas de lutter contre l'immigration, c'est de cibler un certain type d'immigration. Et curieusement, pas du tout ce que l'on appelle les travailleurs détachés. Ça n'intéresse pas le Rassemblement National. Tout simplement parce que les Polonais, les travailleurs bulgares, les travailleurs roumains qui viennent travailler ou plutôt viennent être exploités en France, ce qui d'ailleurs satisfait les desiderata du MEDEF, ont l'avantage, selon le Rassemblement national, eux, d'être européens. Et faut-il rappeler que le 7 avril 2018, c'était
tenu un colloque intitulé Fier d'être européen, organisé par Radio Courtoisie et par l'Institut Iliade, où était célébrée l'identité européenne, une identité européenne ethno-racialiste basée sur la mythologie des Indo-Européens, de ce que l'extrême droite aime appeler la race aryenne, etc. Non, entendez bien que derrière l'immigration, ce seront les musulmans, pas les islamistes, non, 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 les musulmans, les nord-africains. Parce que là aussi, que l'extrême droite veuille combattre l'islamisme, cela fait doucement sourire. Lorsqu'on sait que l'extrême droite, dans les années 80, ainsi qu'un certain nombre de personnes de droite, y compris d'ailleurs, et puis sans oublier les nouveaux philosophes comme Bernard-Henri Lévy, n'hésitaient pas dans les années 1980 à soutenir les Moudjahidines qui, justement, cherchaient à renverser le gouvernement populaire à Kaboul en Afghanistan. Et c'est expliqué d'ailleurs pourquoi l'Union soviétique était intervenue. Vous savez, les islamistes, leur ennemi numéro un, historiquement, c'est le communisme. Donc de ce point de vue, nous, en tant que communistes, nous combattrons fermement les islamistes. Et pour cela, nous ferons tout pour contrôler les éléments de souveraineté, y compris au niveau de la question des frontières. Parce que si nous sommes ouverts au fait, bien sûr, d'accueillir des personnes qui sont persécutées dans le monde, des personnes progressistes, des personnes œuvrant pour la paix, des communistes. Nous refusons de voir arriver en France des réactionnaires de tout poil ou des types qui, effectivement, menaceraient nos concitoyens, les travailleurs, à travers des attaques abjectes et ignobles. Et pourquoi devons-nous parler de ces thèmes? Tout simplement parce qu'encore une fois, le peuple souverain va devoir se déterminer par rapport notamment à ces sujets. Mais nous disons bien notamment, parce que dans le fond, les électeurs sont-ils tant souverains que cela? On pourra toujours rétorquer que oui, puisque les électeurs sont capables de se décider au dernier moment. Mais comment ne pas voir l'influence des médias? Comment ne pas voir l'influence de tous ces sujets qui concernent l'insécurité, l'immigration, qui sont toujours mis sur le devant de la scène, sans évoquer les autres éléments centraux, les autres sujets décisifs? Et puisqu'on parle de souveraineté, c'est la souveraineté économique, c'est la souveraineté sociale, c'est la souveraineté monétaire. Comment faire pour être souverain lorsqu'on ne maîtrise même plus un des éléments régaliens historiques qu'est la monnaie, pour permettre de mener une politique monétaire pleinement et entièrement au service des travailleurs et des citoyens de ce pays? Eh bien, inévitablement, ce terme de souveraineté sera donc central dans les prochaines élections, y compris dans les élections régionales, où on voit déjà que tout est mis en œuvre pour faire apparaître le faux duel et le vrai duo entre Macron et Le Pen. Et ce n'est pas étonnant que les médias parlent tant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont on apprend que désormais Thierry Mariani, ancien pseudo-républicain, pourrait s'emparer de la tête de la région. Et oui, puisque c'est le Rassemblement national qui pourrait triompher devant les macronistes. Alors nous appelons plus que jamais, par rapport à 2022, à véritablement une révolution souveraine. Pas un sursaut, pas un réveil, une révolution souveraine. Cela signifie quoi? Cela signifie de porter tout simplement l'alternative rouge tricolore, celle de la rupture avec tous les éléments d'asservissement de la souveraineté, pour qu'il y ait une véritable émancipation des citoyens et des travailleurs. C'est-à-dire la rupture avec quoi? Eh bien avec l'euro, avec l'Union européenne, avec l'OTAN et tous ceux qui contribuent à la domination de l'impérialisme états-unien, du sionisme colonialiste et raciste israélien, et bien entendu du néocolonialisme français qui s'exerce notamment en Afrique. Et puis, la rupture plus que jamais avec le capitalisme, parce que dans le fond, l'élément central de souveraineté, c'est ce qui permet à un individu d'être maître de son destin et de décider librement. Et en quoi les travailleurs sont-ils libres de décider librement, d'être souverains, lorsque tous les jours ils subissent une dictature du capital qui ne cesse de rogner sur le peu de liberté qui leur reste, le peu de services publics, le peu de droits sociaux qui, les uns après les autres, sautent du fait de la pression du capital? Eh bien, voilà en quoi consiste une candidature véritablement souveraine. Non pas chercher à réorienter la construction européenne, non pas à faire croire qu'il peut exister une souveraineté européenne, ce n'est pas possible, non pas à se présenter comme ultra-souverainiste, soi-disant comme le serait le Rassemblement national, alors qu'en fait, la seule obsession du Rassemblement national, ce sont les musulmans au-delà des islamistes, puisque c'est ça qui est finalement la grande crainte du Rassemblement national. Non, la défense de la souveraineté nationale et populaire, c'est celle qui nécessite une alternative rouge tricolore. Le Frexit progressiste, la rupture avec l'euro, l'Union européenne, l'OTAN et le capitalisme, et le combat contre toutes les formes d'asservissement, y compris d'asservissement intellectuel, et les attaques contre les lumières communes, puisque c'est ça que nous défendons, les lumières communes, qui sont perpétrées jour après jour par les forces obscurantistes. Voilà, en soutien
Aux Palestiniens, nous précisons que ce samedi 15 mai aura lieu un rassemblement à la Fontaine des Innocents à partir de midi à Paris. Le PRCF sera présent. Et plus que jamais, pour toutes les forces de progrès social, pour toutes les forces de rupture avec le capitalisme, avec tout ce qui a servi la souveraineté nationale et populaire, le combat continue. Faites diffuser cette vidéo et rejoignez-nous pour que enfin adviennent les nouveaux jours heureux dont nous avons tant besoin. Le combat continue, camarades.